Si je comprends bien, la démocratie participative fait de l'État un partenaire à tout ce qui est action publique. Tout à fait. L'État ne devient plus un espace hors dans lequel les citoyens doivent s'identifier que le jour où il doit aller élire ses dirigeants. Non, il devient un être actif au quotidien dans la gestion de cet État-là. Donc c'est un appareil dans lequel on alimente avec les idées, les réflexions, et où le citoyen a une place dans ces réflexions. Il a une place aussi dans ces décisions-là. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 6e numéro de Citizen Voice Lab. Avec moi aujourd'hui, j'ai Nicolas qui va nous parler de la démocratie participative. Bonjour Nicolas. Bonjour madame. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Nicolas Mumbere-Siviroy, je suis directeur exécutif de JAMA Grand Lac et un des acteurs au sein de la plateforme Citizen Voice Lab. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner un sens au mot démocratie participative? Alors, depuis qu'on est enfant, on nous a toujours dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il y a une définition que j'ai toujours fait mienne, c'est la définition des grands savants français, Paul Ricoeur, qui pour lui, il pense qu'une société est démocratique à partir du moment où c'est une société qui est divisée. Ça paraît un peu paradoxal, mais divisée par quoi? Elle est divisée par un courant d'opinion. Ça veut dire qu'il y a une multitude, une divergence d'opinions et autour desquelles on arrive à créer une possibilité de débat, d'études, de recherche de consensus pour arriver à créer une possibilité de vivre ensemble malgré cette divergence d'opinions, cette divergence d'avis sur la gestion de la société. Justement, partant de cette définition, comment elle se rapporte justement aux aspirations d'un citoyen congolais? Justement, parce que quand on regarde la configuration du mode de gestion de la République démocratique du Congo, dans son sens réel, ça devrait être un État démocratique. Et quand on dit d'un État démocratique, ça veut dire les citoyens au niveau de la base, le niveau le plus bas, a aussi un mot à dire sur la construction des grandes décisions qui dirigent la société ou qui dirigent l'ensemble de l'État. Et sûrement, on a construit toute une dynamique administrative permettant à ce qu'on puisse aller voter. Mais ça ne devrait pas arriver à se limiter qu'à ce niveau où on vote une seule fois tous les 5 ans. Et après, mon rôle de citoyen, je pense que ça se limite à ce niveau. Il y a des grandes questions d'ordre local qui, à un certain moment, méritent ou demandent la contribution en réflexion et en action des citoyens ordinaires. Et quand je parle de ces citoyens ordinaires, ce n'est pas seulement ces citoyens qui font partie d'un parti politique, qui fait partie d'une association. C'est cette maman qui se retrouve dans le fin fond de nos territoires. Est-ce qu'aussi elle a quelque chose qu'elle peut dire sur la construction des grandes décisions qui guident la vie de la nation? Et c'est à ce niveau où la question de la démocratie participative, elle devient maintenant fondamentale, essentielle en termes de réflexion, mais en termes d'action sur notre pays aujourd'hui. Si je comprends bien, la démocratie participative fait de l'État un partenaire à tout ce qui est action publique. Tout à fait. L'État ne devient plus un espace hors dans lequel les citoyens doivent s'identifier que le jour où il doit aller élire ses dirigeants. Non, il devient un être actif au quotidien dans la gestion de cet État-là. Donc c'est un appareil dans lequel on alimente avec les idées, les réflexions, et où le citoyen a une place dans ces réflexions. Il a une place aussi dans ces décisions-là, parce que c'est irrigué par ces idées, ces opinions des citoyens. Oui, et pour vous, comment on peut consolider les meilleurs aspects de cette démocratie participative en RDC? Alors, on a beaucoup d'outils maintenant qui sont à notre disposition, et la première des choses, qu'on a besoin d'abord d'informer les citoyens. Et la grande partie, nous avons beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas la possibilité de capturer les enjeux du pays au même titre que les intellectuels. C'est mamans qui n'ont pas parti à l'école, c'est papas qui se retrouvent dans les fins fonds de nos territoires.
comment on fait en sorte qu'eux aussi puissent comprendre les enjeux du pays. Donc la question de l'information, c'est vraiment capital. Mais au-delà de ça aussi, il y a la question de la mobilisation autour de la question même de leur participation. Parce qu'à un certain moment, on peut croire, ils peuvent croire à leur niveau que la question de la gestion de l'État, c'est réservé jusqu'à une certaine catégorie, tout en ne comprenant pas qu'en tant que citoyens, ils ont aussi un rôle à jouer et ce rôle, il est vraiment fondamental pour arriver à faire avancer l'État. Donc, il faut les mobiliser, les conscientiser pour qu'ils comprennent qu'ils doivent participer, bien évidemment, à la réflexion et à l'action. Il y a toute cette dynamique aussi de conscientisation, pas seulement au niveau de la base, mais aussi au niveau de la hiérarchie, au niveau de l'État. Parce que les acteurs qui mettent en mouvement ces institutions, ils doivent comprendre que la population doit prendre part dans cette dynamique de participation. Et ça, d'autres pays, ils ont réussi à faire ça. Il y a des séances de budget participatif où les citoyens arrivent à comprendre les grandes questions sociales qui leur concernent et ils proposent ces questions au niveau des institutions décisionnelles. Ils prennent en considération ces questions-là. Ce n'est pas dans le contexte qui est le nôtre où on se limite juste qu'à donner mandat à certaines personnes et puis quand il est question de prendre des décisions, ils en prennent et viennent nous imposer. Et donc, il y a nécessité de pouvoir faire aussi cette sensibilisation, cette mobilisation, conscientisation et au niveau de la base, mais aussi au niveau de la hiérarchie. Et ça implique aussi mettre en valeur tous les grands outils qu'on a aujourd'hui. Maintenant, à l'ère du numérique où ça prend de plus en plus de l'ampleur, le virtuel devient un lien de rassemblement, un lieu de mobilisation. On peut utiliser et capitaliser ces espaces-là pour intéresser les citoyens à s'approprier les questions de l'heure au sein du pays, au sein de l'État. Ça tombe bien que vous parliez justement de l'ère numérique où aujourd'hui on est sur une plateforme où on peut aborder ce genre de questions et faire comme une sensibilisation et faire une promotion justement à ce droit à l'information, cette facilité. Alors, une dernière question que je pose à tous les intervenants, que vous inspire justement Citizen Voice Lab en tant que plateforme? Alors, Citizen Voice Lab, ça rentre dans cette dynamique-là. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les citoyens puissent participer au débat, aux échanges sur des questions de l'air au sein de leur pays, sur les grandes orientations décisionnelles à prendre. Et Citizen Voice Lab, ça se veut être une plateforme virtuelle de consultation de la population, de débats, de sondages, mais aussi d'informations sur tout ce qui se passe au sein des institutions publiques pour éclairer les citoyens, mais aussi porter son point de vue et de telle sorte que ce point de vue-là puisse constituer ou contribuer à façonner les grandes décisions. Parce que non seulement que les citoyens sont en train d'échanger des dats, mais après un moment, il y a des rapports qui sont produits sur tel ou tel autre sujet. Les citoyens, ils ont dit quoi? Ça fait que l'idée derrière, c'est qu'on arrive à ce niveau où, avant que les décideurs, ces personnes qui ont le pouvoir, puissent arriver à donner leur point de vue ou à prendre une décision, qu'ils puissent passer au travers de cette plateforme pour dire que pensent aussi les citoyens par rapport à telle ou telle autre question. Et à partir de là, qu'ils prennent une décision, sachant que soit ça rentre dans les aspirations des citoyens, ou soit ils en prennent tout en sachant que ça ne rentre pas dans les aspirations des citoyens. Adaptée à la population. Voilà. Parce qu'à un certain moment, le problème qui sont le nôtre, on s'est dit, est-ce que la décision qui a été prise, ça a rencontré vraiment le problème qui est le nôtre? C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'il y a cette fissure, il y a une crise de communication. D'un côté, les autorités ou les décideurs, ceux qui ont le pouvoir de mettre les décisions en œuvre, et ceux qui ont le problème, qui vont subir ces décisions-là. Et donc, quand il est question de renouer ces ponts, ça devient maintenant quelque chose de si fondamental qui permet à faire avancer cette démocratie participative. Merci beaucoup, M. Nicolas, d'avoir été avec nous. Nous sommes à la fin de notre numéro. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour des prochains numéros. Merci beaucoup.